Donc, droit administratif 2, leçon numéro 8, la jurisprudence. J'ai fait sauter le paragraphe qui était le règlement parce que, en quelque sorte, c'est les sources administratives de la légalité administrative de parler du règlement. Et je me retrouvais à, en quelque sorte, examiner un trou noir ou une sorte de matière vide puisque j'avais examiné tout ce qu'il y a autour. Les sources constitutionnelles, internationales, législatives de l'acte administratif. Et quand on arrive à l'acte administratif lui-même, on est un peu dépourvu. Donc, je préfère directement enchaîner sur la jurisprudence parce qu'elle a un statut particulier. La jurisprudence a un statut particulier. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, ce n'est plus le cas aujourd'hui, pendant longtemps, le juge administratif a considéré que la jurisprudence n'était pas une source de la légalité. Et la jurisprudence n'est pas, je vais l'exprimer comme ça, une norme. Elle n'a pas, en principe, et aux yeux du législateur, aux yeux de la tradition juridique française et d'autres traditions, le statut de norme, un arrêt même de principe, a pour objet de trancher un litige déterminé entre deux personnes déterminées. Évidemment, lorsque le juge, judiciaire comme administratif, déclare un acte illégal, il le fait sortir de l'ordonnancement juridique, erga omnes, d'une certaine manière. Donc on pourrait dire qu'il a un effet réglementaire, mais enfin un effet normatif, pardon. Mais en dehors de cette question de l'annulation de l'acte, d'une manière générale, on pourrait considérer que le juge administratif, comme le juge judiciaire, n'a pas pour rôle, et aucun juge n'a pour rôle de poser des normes à caractère général et impersonnel. D'ailleurs, quand on va lire les articles préliminaires du Code civil, eh bien, on doit rappeler ce principe qui est très ancien, de la publication des effets et de la loi en général. Le juge, voilà, article 5. Il est défendu au juge, aux-juges au pluriel, de prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises. Voilà ce principe que vous connaissez par ailleurs, qui interdit ce qu'on appelle les arrêts de règlement, c'est-à-dire des arrêts ou des décisions de justice qui porteraient des normes à caractère général et impersonnel, parce que le juge est là pour trancher les litiges qui lui sont soumis et ne doit pas se substituer ni au législateur ni au pouvoir réglementaire. Alors, évidemment, je cite cet article parce qu'il exprime l'esprit de l'ordonnancement juridique français. Évidemment, cet article ne s'applique pas aux juges administratifs, tout simplement parce qu'il n'a pas valeur constitutionnelle, qu'il ne dépasse pas le cadre du Code civil et des juges qui appliquent principalement le Code civil, en principe le juge judiciaire. Il n'en reste pas moins qu'il relève, comme je l'ai dit, de l'approche de la fonction judiciaire dans les états de droit civil, je ne parle pas de la common law, il relève de l'esprit des lois, pour le dire de manière encore plus générale, que le juge administratif, que le juge n'adopte pas de normes à caractère général et impersonnel. Et pourtant, vous le savez, quand on commence le droit administratif, et je vais me restreindre au droit administratif, même si la considération pourrait très bien s'appliquer au droit civil, eh bien, on se concentre beaucoup et on se consacre beaucoup à l'étude de la jurisprudence administrative. Et on rappelle que le droit administratif est un droit prétorien. Alors, ça devrait donc signifier que, d'une certaine manière, la jurisprudence, pour prendre un terme générique, ou les décisions du juge peuvent avoir un effet normatif. Après, mais comment est-ce qu'on doit considérer les PGD? Ah ben, j'y viens, hein. C'est le grand B, alors on va y aller doucement. Mais vous avez raison de poser la question qui est pertinente. En réalité, cette idée selon laquelle le juge, d'une manière générale, les juges administratifs
en particulier, n'aurait pas de compétences normatives, a fait long feu, il me semble. Même si Yves Gaudmet, qui est un des grands maîtres du droit administratif, hein, avec Pierre Delvolvé à l'Académie des sciences morales et politiques, un des deux professeurs de droit administratif, enfin de droit public, qui siègent actuellement à l'Académie. Je le cite moins parce que je n'étais pas son assistant ni son élève, mais donc Yves Gaudmet, dans la revue de droit public 2010, évoque cette question de la prohibition de l'arrêt de règlement, la question de savoir si le juge administratif est soumis à cette limitation. Je vous laisserai le découvrir si vous avez le temps. La RGD étant disponible sur la RGD, pardon, la RDP. Toutes les revues ne sont pas la Revue Générale du Droit. La RDP, qui existe depuis un peu plus longtemps quand même, un siècle ou deux. Oh, ça fait peur, ça. C'est moi qui ai entendu, je suis le seul à avoir entendu cet aboiement. Ça m'a foutu les boules. Bien, donc j'essaie de me reconcentrer après cette peur primaire et primale, parce que j'aime pas trop les chiens. Donc, est-ce que l'arrêt de règlement s'adresse au juge administratif? Les leçons de l'histoire, je vous laisserai donc en prendre connaissance, puisque vous pouvez accéder à la RDP à travers votre ENT ou ENT respectif. Peut-être que je vous ferai un lien. Donc, cette idée selon laquelle le juge administratif n'adopterait pas d'arrêt de règlement a fait long feu, comme je vous le disais, et on le voit par exemple dans un arrêt, je prends un exemple parmi d'autres, commune de Badinières du 10 octobre 2005, que vous n'avez pas à connaître en tant que tel, que vous connaîtrez plus tard puisque c'est de la responsabilité administrative. Et les membres du Centre de documentation du Conseil d'État, dans leur chronique de la jurisprudence administrative, la JDA, Actualité juridique droit administratif, qui est une revue de droit administratif qui existe depuis 1956, note, je vous le cite, la décision commune de Badinières a en effet pour conséquence d'ajouter par voie purement prétorienne un troisième étage aux procédures de péril, en sus de la procédure de péril de droit commun mentionnée à l'article L511-2 du Code de la construction et de l'habitation, et celle du péril imminent, existe désormais celle du péril immédiat que le maire peut traiter non pas sur le fondement de ses pouvoirs de police spéciale, mais sur celui des pouvoirs généraux qu'il tient du CGCT. Fin de citation. On voit donc que les membres du Conseil d'État, en dehors évidemment de leur expression en tant que juge administratif, puisqu'ils ont une forme de fonction doctrinale, par leurs commentaires à la JDA, à l'actualité juridique de droit administratif, une fonction de commentaire des arrêts du Conseil d'État, eh bien, ces membres du Conseil d'État le disent sans embâche et sans hésiter dans les tournures. On ajoute par voie prétorienne une nouvelle procédure. On voit bien qu'il y a beaucoup d'indications selon lesquelles le juge administratif, au-delà de l'interdiction, de la prohibition des arrêts de règlement, en réalité, a une fonction quasi normative, ou on pourrait presque le dire, une fonction normative. Vous étudiez bien les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Est-ce que l'arrêt Arrighi s'applique encore? Est-ce que l'arrêt La Fleurette a encore cours? Est-ce que l'arrêt Blanco, etc. On voit bien qu'il y a une continuité, au-delà même du caractère binding ou non binding, comme on dit en anglais, de la jurisprudence en common law. Évidemment, en common law, c'est encore différent, parce que quand on doit déroger à un arrêt précédent, il faut le justifier. Donc, il y a un caractère liant des arrêts de principe dans la common law qui n'existe pas en droit civil et dans les états de droit civil. Alors, en réalité, on peut distinguer dans les règles, dans les normes. J'ai utilisé le terme norme dans un sens inadéquat, que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser en droit allemand, mais en droit français, on est un peu plus lâche et un peu plus facile avec le terme de norme, il sert un peu à tout. Donc, dans les normes jurisprudentielles, j'utilise ce terme pour ne pas dire règle ni principe, puisque c'est mon grand A et mon grand B. Il existe deux types de normes jurisprudentielles. Les règles jurisprudentielles et les principes
et essentiellement les principes généraux du droit. Alors, on va voir ce qu'est la différence entre ces règles et ces principes. En grand A, d'abord, voyons les règles jurisprudentielles. Ce qui caractérise les règles, c'est, et finalement c'est la fin de mon grand A, c'est qu'elles sont très fréquemment supplétives. Supplétives, ça signifie qu'elles s'appliquent dans le silence des textes et qu'elles ajoutent, comme le rappellent les annotateurs de l'arrêt commune de Badinières à la JDA, ce sont des règles qui s'appliquent en plus et qui vont suppléer à l'absence de règles posées par le législateur, voire le pouvoir réglementaire. Et la plupart des règles qui sont fixées par le juge administratif sont des règles de procédure non contentieuses, voire des règles de procédure contentieuses, qui auront cours tant que le pouvoir réglementaire, et a fortiori le législateur, n'aura pas réglé la question. En matière de contentieux administratif, c'est en principe une compétence réglementaire. Donc le juge administratif, et cela peut être troublant, va déterminer lui-même sa propre procédure. Par exemple, avant que les textes ne l'indiquent, il était possible de considérer sur la base de la jurisprudence, de distinguer les contentieux entre eux, entre le contentieux de pleine juridiction et le contentieux de l'annulation. Et lorsque Laferrière, qu'on a cité à la fin du premier semestre, Édouard Laferrière, l'auteur du traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, a écrit son traité, eh bien, l'essentiel des règles de contentieux administratif qu'il énonçait avait été posé par le juge administratif. Donc, le juge administratif fixe des règles qui, je le dis, sont des règles de procédure contentieuse ou des règles de procédure non contentieuse. La plupart de ces règles sont des règles, comme je le dis, supplétives, qui vont s'appliquer dans le silence des textes. Parfois, elles sont même substitutives, c'est-à-dire qu'elles vont modifier l'application de textes existants. Alors, je vais illustrer mon propos parce que ça peut vous paraître tout cela très éthéré. Je vais illustrer mon propos à travers un arrêt très important, Société Tropique Travaux Signalisation. Alors, cet arrêt, Société Tropique Travaux Signalisation, il a deux grands intérêts. Il a deux grands intérêts. Le premier intérêt, il a trait à, alors j'essaie d'aller à la revue générale du droit. Il a deux intérêts. Le premier intérêt concerne le contentieux du contrat, le contentieux de recours contre le contrat. On le reverra pendant le semestre. Ça ne nous intéresse pas pour le moment, bien que pour l'exposé de l'arrêt Société Tropique Travaux Signalisation, qui est une illustration que je prends à titre principal pour mon propos, je dois vous faire un exposé qui parle un peu de recours contractuel. Et le deuxième intérêt, c'est justement que le Conseil d'État consacre pour la première fois de manière explicite le caractère normatif de sa jurisprudence, qu'il s'agisse de règles, de principes, le caractère normatif de sa jurisprudence. Alors, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait, dans Société Tropique Travaux Signalisation, d'un recours d'un concurrent évincé contre l'attribution d'un marché public en Guadeloupe. La société Rugoway fait de la peinture, je crois que vous en avez déjà parlé un petit peu, fait de la peinture pour les pistes d'envol, notamment les pistes d'envol des aéroports, des aérodromes, d'où le nom Rugoway, j'imagine que c'est la route qui est rugueuse. Bon. Et elle fait un recours contre Société Tropique Travaux Signalisation ou l'inverse, peu importe, qui est l'attributaire du contrat, je ne m'en souviens jamais. Ce n'est pas très important. Et disons que tout simplement, jusqu'à l'arrêt Société Tropique Travaux Signalisation, il n'était pas possible d'attaquer directement le contrat, il était possible d'attaquer la procédure attribuant le contrat, mais pas le contrat lui-même. Or, le requérant attaque directement le contrat. Il fait donc une erreur qui miraculeusement est rattrapée par le fait que le Conseil d'État change sa jurisprudence à l'occasion, en disant vous avez attaqué le contrat, vous ne pouviez pas l'attaquer. Il n'y avait pas de règle contentieuse
permettant d'attaquer directement le contrat. Je vous permets d'attaquer directement le contrat. Mais comme c'est une règle nouvelle, je vais moduler les effets de ma règle nouvelle dans le temps. Et c'est là qu'intervient la considération. Il y a des règles supplétives qui sont appliquées par le juge administratif, mais aussi que ces règles supplétives, même supplétives, vont être considérées comme étant des normes à caractère général et impersonnel, ayant donc le statut de norme. Alors, d'abord, le Conseil d'État nous dit, regardez, indépendamment des actions dont les parties disposent, tout concurrent évincé peut attaquer le contrat, etc. Bon, d'ailleurs, cet arrêt n'a plus cours. Il a été renversé sur ce point-là, celui du contentieux. Il a évolué. Donc, ce n'est plus l'arrêt de principe sur ce point-là. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, la nouvelle règle est là. Et le Conseil d'État va tirer d'autres conséquences, c'est ça qui nous intéresse. Je vais essayer de vous trouver ce considérant de principe. Voilà. Considérant, et ça c'est important, considérant qu'il appartient en principe au juge d'appliquer les règles définies ci-dessus, qui, prises dans leur ensemble, n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours. Que toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique, tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, vous vous souvenez de ça, et sous réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées, le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé qu'à l'encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à cette date. Et là, on se retrouve avec une question qu'on avait déjà vue à propos de la sécurité juridique. Vous savez, l'arrêt AC, la modulation des effets des jurisprudences dans le temps. Et on se retrouve avec cette question qui réémerge et qui permet, illustrée ici, de considérer que le juge administratif va prendre en compte sa jurisprudence comme étant une source normative qu'il faut traiter en la soumettant au principe de sécurité juridique. Vous voyez que l'apport et l'intérêt de cet arrêt, Société Tropique Travaux Signalisation, est considérable, puisque le Conseil d'État reconnaît non seulement le caractère normatif de sa jurisprudence, la nécessité de moduler ses effets dans le temps, mais là, il ne s'agit plus de la question de la modulation des effets de l'annulation, parce que c'était en quelque sorte une extension, une considération particulière sur la date d'effet de la sortie de vigueur de l'acte administratif lui-même. Ici, il ne s'agit pas de l'entrée, de la sortie de vigueur d'un acte administratif, il s'agit de l'entrée en vigueur d'une norme jurisprudentielle. Et le juge administratif nous dit, ma jurisprudence est par nature rétroactive, puisqu'elle s'applique à des affaires qui sont nées, dont la situation juridique s'est concrétisée antérieurement à la date du prononcé du jugement. Je fixe une règle nouvelle, elle est en quelque sorte rétroactive. Et moi, juge administratif, je n'aime pas la rétroactivité de la norme, surtout lorsqu'elle porte atteinte à des situations contractuelles légalement formées. Ça, on le sait déjà. Et donc, je peux décider d'appliquer ma jurisprudence aux affaires futures. Conséquence, en l'espèce, eh bien, finalement, la société qui s'était mal pourvue parce qu'elle avait attaqué directement le contrat voit son recours rejeté parce que la règle nouvelle ne s'appliquera pas avant les recours futurs, les recours engagés postérieurement au prononcé du jugement. C'est un peu compliqué tout ça. J'espère que vous m'avez suivi, mais vous comprenez ce qu'apporte cet arrêt. Cet arrêt traite la jurisprudence elle-même, non pas les conséquences de la décision du juge, mais la jurisprudence elle-même, la décision, comme étant normative et comme étant soumise elle-même au principe de sécurité juridique, ce qui est tout à fait notable. Alors, à travers cet arrêt Société Tropique Travaux Signalisation, je vous ai donné plusieurs éléments de réflexion. Le premier, c'est justement donc que la jurisprudence peut être considérée comme étant une norme. Question, ce n'est pas un peu gros, le législateur ne dit rien. Étrangement, non, le législateur ne dit rien. Et souvent, le législateur, enfin, c'est plutôt le pouvoir réglementaire, parce que en ces matières de contentieux administratif, ce sont essentiellement des dispositions relevant du pouvoir réglementaire et non pas du législateur. Le gouvernement ne dit rien.
parce que ça ne met pas en cause le fonctionnement de l'administration en tant que telle. Ça ne remet pas en cause le bon fonctionnement de l'administration. D'ailleurs, le juge administratif, et on le voit avec la crise sanitaire actuelle, le juge administratif est toujours extrêmement prudent lorsque il juge l'administration. D'ailleurs, je vous ai jamais cité cette phrase, je vais essayer de vous la retrouver. Enfin, c'est Henri de Pensée dans un livre très connu que personne n'a lu de 1818, qui est connu pour cela. Henri de Pensée, c'est Henri de Pensée, ouais. J'ai l'administration, oui, l'autorité judiciaire en France. Enfin, j'ai dit Henri de Pensée, pardon. Je dis n'importe quoi. C'est Henrion de Pensée, qui est un grand jurisconsulte, membre de la Cour de cassation et je crois du Conseil d'État en même temps. Je ne veux pas m'égarer, mais qui dit dans cet ouvrage de l'autorité judiciaire en France, publié donc en 1918, juger l'administration, c'est encore administrer. Par là, il évoquait l'idée selon laquelle, en tout état de cause, lorsque le juge administratif porte son appréciation sur la légalité de l'action administrative, eh bien, il se substitue, dans une mesure qu'il veut limiter, il se substitue à l'intervention de l'administration. Donc, cette problématique, on va dire, du terrain réservé à l'action administrative, du terrain réservé à l'action du juge administratif est une problématique récurrente qui existe depuis la naissance de la juridiction administrative, qui est même antérieure à la naissance de la juridiction administrative, puisque vous savez qu'elle-même est née de l'interdiction faite au juge de juger l'administration. Donc l'administration a en quelque sorte autogénéré son propre juge, ce qui pose des problèmes récurrents et historiques d'indépendance de la juridiction administrative par rapport à l'autorité administrative. Mais disons que ces partages de rôles, ces interventions, ce qu'on pourrait considérer comme des empiètements, sont monnaie courante et ils font partie en quelque sorte de l'ADN du juge administratif et de son rapport avec l'administration. Il n'en reste pas moins, pour répondre à votre question ou à votre interrogation ou à votre stupeur, que cela peut effectivement être tout à fait choquant. Alors justement, votre question et votre double point d'interrogation m'amène à m'intéresser à un arrêt particulier qui, lui, n'est pas un arrêt posant une règle substitutive, et j'avais prévu de vous en parler maintenant. Un arrêt qui fait couler beaucoup d'encre et qui s'appelle l'arrêt Xabage. Alors, je ne vous en parlerai pas complètement parce qu'il est plutôt complexe. J'ai dit 2018, c'est 2016, veuillez m'excuser. Du 13 juillet 2016 et que j'avais prévu d'introduire dans le cours, je n'ai pas eu trop le temps de cadrer pour le mettre dans la page DA2 numéro 8, mais je vais le faire. Et dans cet arrêt Xabage, le Conseil d'État illustre le fait, notamment en matière de procédure administrative non contentieuse, que parfois il va au-delà du caractère simplement supplétif de la règle jurisprudentielle. Et il peut justifier, alors pour Société Tropique, c'est pas trop gros, il n'y a peut-être pas de choses à dire. Mais alors pour Xabage, là, oui, on peut mettre des points d'interrogation dans tous les sens. Que dit le Conseil d'État pour le résumer? Je vous laisserai lire l'arrêt, peut-être qu'il sera en TD, et je le remettrai en ligne avec une petite explication. Mais je vous explique comme ça. Les règles de la procédure administrative non contentieuse et contentieuse, enfin les deux étant liés en l'espèce, posent le principe selon lequel, pour que l'on puisse opposer le délai de recours à un requérant, l'administration doit avoir indiqué les voies et délais de recours dans l'acte administratif ou dans la lettre accusant réception d'une demande générant un acte administratif implicite. C'est compliqué, je le dis autrement. Soit une personne qui saisit l'administration en lui disant, je reprends mon exemple, je veux
une autorisation d'occuper, enfin une permission de voirie pour ma terrasse de café. À partir du 1er avril, la personne a écrit en janvier. Bon. L'administration doit en principe envoyer une lettre en disant ben, « je ne vous réponds pas ». Je vous répondrai peut-être pas explicitement, mais j'accuse réception de votre demande. Considérez qu'elle sera rejetée au bout de 2 mois et vous aurez alors un délai de 2 mois pour exercer un recours devant le juge administratif territorialement compétent. Par hypothèse, si ça se passe à Metz, par exemple, ce sera au théâtre de Strasbourg. Si ça passe à Nancy, ce sera au théâtre de Nancy, etc. Muni de cet accusé de réception indiquant les voies et délais de recours, le citoyen sait quel juge il doit saisir et dans quel délai. Ça peut être aussi une décision explicite. La décision explicite dira, eh bien, nous refusons votre demande, nous rejetons votre demande, pour être plus précis, vous avez 2 mois pour attaquer cet acte administratif devant le juge administratif. Bon. Et le code dit, faute d'indication des voies et délais de recours, il n'y a pas de délai. C'est-à-dire qu'on peut attaquer sans délai l'acte administratif qui n'est pas enfermé, dans lequel le recours n'est pas enfermé dans un délai. Le Conseil d'État a dit, bon, c'est ça qui est écrit dans les textes, mais moi je vais vous dire, quand même, il ne faut pas déconner. Au bout d'1 an, on ne peut plus attaquer l'acte. Je le dis de manière un peu brutale, mais c'est bien cela qui est dit. Et ça, c'est dit donc dans des règles, des actes réglementaires, considérant qu'au terme, je le lis, de l'article R 104 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de la décision contestée, maintenant on appellerait ça le Code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision. Fin de la citation par le Conseil d'État du Code. Et le Conseil d'État continue en disant « Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire. » Considérant c'est pas ça qu'il dit. Eh bien, je vais passer où je pensais que tout était dans le considérant premier, mais non. Voilà, pardon. C'est le considérant numéro 5. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai les situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification que celui-ci en a eu connaissance, une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve d'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le Code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable, en règle générale. Hein, on ne parle pas de principe, on parle toujours de règle. En règle générale, et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratif pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder 1 an à compter de la date à laquelle la décision expresse lui a été notifiée. Voilà. Alors, pardon, j'ai lu tout le considérant, c'est parfois un petit peu alambiqué, mais ce qui compte, c'est de se souvenir de ça, en fait, ce que je vous avais dit avant d'essayer la lecture destinée à vous éclairer, que vous avez un peu perdu peut-être. En somme, et ça, c'était pour les décisions explicites, mais depuis, la jurisprudence Zabaj a été étendue, eh bien, lorsqu'une décision explicite est notifiée à un destinataire sans indication des voies et des délais de recours, ce destinataire a 1 an pour exercer son recours, même si aucun texte ne le prévoit et même si les textes semblent prévoir le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai. Oui, ouais, ça veut dire que le juge administratif va contra legem, enfin contra legem, quand on considère que la loi est une disposition à caractère général et impersonnel, et que ce n'est pas seulement l'acte du législateur, c'est la loi au sens de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais oui, le juge administratif, lorsqu'il s'agit de règles de procédure administrative
contentieuse ou non contentieuse, peut, pas de manière générale et pas de manière systématique, mais oui, aller contre allégem, ça peut arriver. Alors parfois, ça veut dire que le juge administratif, il n'y a pas de conflit. Eh bien, de manière étonnante, non, je n'ai pas eu vent, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, de problèmes qui seraient générés, par exemple, entre le secrétariat général du gouvernement ou tel ministère et le Conseil d'État. Lorsque le Conseil d'État modifie les règles de recours contentieux, c'est en quelque sorte sa chose. D'ailleurs, il faut prendre conscience que toutes les règles relatives au contentieux administratif sont en général écrites par des membres du Conseil d'État. Lorsque, je vous en ai déjà parlé, les procédures d'urgence ont été réformées en 2000 et que donc le référé liberté, notamment, dont on parle beaucoup en ce moment, a été instauré dans le Code de justice administrative, dans les articles L, donc c'est une disposition législative, c'était Daniel Labetoul, président ou ancien président déjà à l'époque de la section du contentieux qui avait rédigé le texte. Et ensuite, Daniel Labetoul a pris soin, à partir de 2000, donc de l'entrée en vigueur, je ne sais plus quel jour, des dispositions nouvelles, d'évoquer très vite en tant que juge des référés du Conseil d'État cette disposition d'accepter les recours et d'accélérer pour qu'il y ait de la jurisprudence très vite pour illustrer les dispositions législatives. De la même manière, vous le savez, que certaines dispositions de certains codes, comme le code général de la propriété des personnes publiques, a été rédigé par des conseillers d'État qui ont eux-mêmes commenté, je vous en avais parlé, il s'agit de Christine Mauguet notamment, avaient commenté eux-mêmes à la JDA, à l'actualité juridique droit administratif, les textes de loi pour donner l'interprétation que le Conseil d'État retiendrait de ces dispositions législatives nouvelles. Donc, tout n'est pas toujours, très souvent, le Conseil d'État est au centre du jeu et quand il fixe une règle jurisprudentielle, en réalité, c'est une règle qu'il modifie alors qu'il a lui-même tenu la plume du législateur, enfin du pouvoir réglementaire, voire du pouvoir législatif, lorsqu'il s'agit de règles de contentieux administratif. C'est choquant, oui, oui. En tout cas, c'est très inhabituel. C'est un monde très particulier. Donc, Zabaj, en particulier, oui, qui remet en cause des dispositions réglementaires qui semblaient plutôt claires quant à l'indication des voies et des délais de recours. Donc, pour répondre à votre question de manière plus courte, des conflits, il n'y en a pas parce que souvent l'administration n'a pas les moyens de rentrer en conflit avec le Conseil d'État et puis parce que le Conseil d'État est en quelque sorte le maître du jeu de la procédure. Et en disant qu'il va encadrer les règles pour éviter l'instabilité, il crée lui-même une forme d'instabilité, d'insécurité juridique, c'est incontestable. Avez-vous d'autres questions? En tout état de cause, je vous propose de passer au grand B sur les principes généraux du droit. Vous savez déjà à peu près tout, c'est pour ça que je vais aller relativement vite sur cette question. Mais là, les PGD ont un statut différent puisque les règles jurisprudentielles, on l'a vu, sont des règles de procédure qui sont souvent supplétives, parfois substitutives et parfois elles vont contre allégem. Oui, permettez-moi de citer un dernier arrêt à ce propos. C'est un arrêt de 1950, Dame Lamotte, qui est très souvent cité comme arrêt. Je souhaitais pas, enfin, c'est pas que je souhaitais pas, j'ai pas fait un vœu sacré de ne pas vous en parler, mais je l'avais laissé de côté parce que c'est parfois un peu vieillot. Je crois qu'il est encore au Gaja. Si vous permettez, je vais aller chercher. Je vais regarder parce que j'ai ma petite bibliothèque, pas beaucoup, mais je vais regarder s'il est encore au Gaja. Je reviens. Et voilà. Je regarde en 1950, pardon pour cette interruption, mais parce que j'ai un embryon de bibliothèque chez moi. Je ne dois pas vous cacher que la bibliothèque de Sarrebruck me manque un peu. Je regarde si Dame Lamotte du 17 février 1950 fait encore partie du Gaja. Oui, il en fait encore partie. Donc, vous pouvez tout à fait le lire. Là, j'ai sous les yeux la 20e édition. On doit déjà être à la 22e
Donc, c'est peut-être plus le même numéro, mais c'est Dame Lamotte, 17 février 1950. Donc, peut-être qu'il en fait plus partie, mais je ne sais pas pourquoi il aurait été supprimé alors qu'il a résisté. Et le Conseil d'État a jugé, on considère, contra legem. Je vous lis. Il s'agit de savoir si on pouvait exercer un recours pour excès de pouvoir. Et tout ça pour dire aussi que parfois le Conseil d'État, ça lui arrive d'être protecteur des droits et libertés. Ce n'est pas toujours au détriment du requérant, mais c'est souvent au détriment du requérant. Considérant que l'article 4, alinéa 2 de la loi de 1943 dispose l'octroi de la concession ne peut faire l'objet d'aucun recours administratif ou judiciaire. Ça, c'est ce que dit la loi. Aucun recours administratif ou judiciaire. Le Conseil d'État enchaîne que si cette disposition, en tant que sa nullité n'aura pas été constatée conformément à la loi de 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine, a pour effet de supprimer le recours qui avait été ouvert, etc. Voilà, le recours qui avait été ouvert au propriétaire par la loi de 1942 devant le conseil de préfecture pour lui permettre de contester notamment la régularité de la concession. Elle n'a pas exclu le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État contre l'acte de concession, recours qui est ouvert, même sans texte, contre tout acte administratif et qui a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité. Ce qui signifie que dans cet arrêt Dame Lamotte du 17 février 1950, le Conseil d'État a considéré que même si le texte disait qu'il n'y avait pas de recours, eh bien, il y avait un recours. Voilà. Alors parfois, le Conseil d'État va contra legem, mais c'est évidemment, là on voit que c'est très particulier, c'était un texte de 1943, assez attentatoire aux droits et libertés, c'est un texte de Vichy, et le Conseil d'État considère que ce texte sera déclaré nul et non avenu. En attendant, il rétablit en quelque sorte le droit au recours, malgré les dispositions législatives contraires. Voilà. Donc je referme cette parenthèse, mais vous pouvez noter l'arrêt Dame Lamotte du 17 février 1950, qui est une belle illustration de ce travail d'intervention contra legem. Donc, je vous ai donné une illustration contra legem dans Xabage, c'était contre le pouvoir réglementaire. Vous avez aussi une illustration du contra legem contre la loi au sens strict du terme, au sens organique, dans l'arrêt Dame Lamotte du 17 février 1950 au Gaja. Donc, je referme cette parenthèse, pardon, pour parler donc rapidement des principes généraux du droit, mais vous voyez que les PGD, c'est eux qui justifient l'arrêt Dame Lamotte. Mais, alors, les principes généraux du droit, ils ont comme particularité de ne pas être substitutifs, mais d'avoir été créés spécifiquement pour avoir un rang supérieur à l'acte réglementaire et pour s'imposer à lui en toutes circonstances. Donc, autant le Conseil d'État crée des règles, procédures contentieuses qui vont combler en quelque sorte ce qu'il considère comme étant un manque procédural face à des dispositions de procédures administratives contentieuses ou non contentieuses, autant les PGD sont là pour créer une sorte de rang hiérarchique supérieur. Alors, il y a eu un débat sur ce qu'étaient les principes généraux du droit dans la hiérarchie des normes. Il y a une analyse qui a été livrée par quelqu'un de très connu que je vous ai cité déjà de nombreuses reprises, René Chaput, C-H-A-P-U-S, qui était peut-être pas le maître du droit administratif, mais en tout cas le maître du manuel de droit administratif le plus lu, le plus utilisé, et principalement par le juge administratif et par beaucoup d'étudiants. Donc René Chaput a eu une influence considérable par ses analyses à travers son fameux manuel de droit administratif qui, il est vrai, était exhaustif, complet, parfois un peu trop complexe à appréhender pour un étudiant de deuxième année. On en a tous fait l'expérience, je crois. Enfin, je parle des vieux étudiants dont je fais partie, qui étaient à votre place il y a quelques années. Et René Chaput, dans son analyse des PGD, avait une approche particulière qui est en quelque sorte organique. Il disait ceci: le PGD a une valeur infralégislative et supradécrétale. C'est assez moche, dit comme ça, mais c'est comme ça qu'il l'exprimait. Infralégislative et supradécrétale. En somme, vous voyez un petit peu la hiérarchie des normes, la maison que je vous dessine. Bon,
Eh bien, en dessous de la loi, il y a le règlement. Eh bien, entre la loi et le règlement, il y aurait eu le PGD. Et c'était exprimé avec les termes que je juge inadéquats de René Chaput, mais infralégislatif et supradécrétal. Et pourquoi ces PGD seraient infralégislatifs et supradécrétaux? Parce qu'ils sont découverts par le juge administratif. En quelque sorte, le juge administratif aurait l'arme du PGD comme le juge constitutionnel a l'arme du PFRLR. Et comme ce serait l'arme du juge administratif, alors il serait à hauteur de son bras, pour prendre une image. Donc, le PGD serait supradécrétal parce que le juge administratif tape sur les actes réglementaires. Alors, on peut ne pas être convaincu par cette analyse. Et personnellement, je ne suis pas convaincu par le lien que j'ai résumé, par le lien organique qui est fait. En quelque sorte, René Chaput applique une analyse de type chemin de fer de l'Est au PGD. Puisque c'est l'acte du juge administratif, ça ne peut pas être un acte ayant une valeur supérieure à la loi. On ne peut pas non plus lui donner tort à René Chaput, parce que le PGD ne sert pas à contrôler la loi. Et d'un autre côté, pardon de pousser encore la réflexion, d'un autre côté, eh bien, le Conseil constitutionnel n'applique pas les PGD, il a d'autres armes et d'autres outils à sa disposition. Bref, l'approche de René Chaput peut être une approche commode, hein, le PGD infralégislatif et supradécrétal, pour décrire sa position dans la hiérarchie des normes. Il y a très peu de moyens de contester cette analyse, mais évidemment, on peut la remettre en cause du seul fait que le juge administratif découvre des PFRLR, on l'a vu, puisqu'il a créé lui-même le PFRLR de liberté d'association par l'arrêt amical des Annamites de Paris de 1956 et parce qu'il a découvert un nouveau PGD en 1996 dans l'arrêt Connet. Donc, le juge administratif a un bras qui va au-dessus de sa tête. Il est capable d'aller chercher dans les étagères du haut et de nous déterrer des PFRLR. Donc, je referme cette parenthèse, mais vous comprenez que l'analyse de René Chaput peut, à cette aune, être remise en cause. Alors, les principes généraux du droit, ils sont destinés, comme on l'a déjà vu, à poser des principes structurants de l'ordre administratif en l'absence de dispositions législatives ou constitutionnelles idoines. Le premier PGD, c'est celui des droits de la défense. On sait bien qu'il est devenu globalement inutile puisque le Code des relations entre le public et l'administration, prenant la suite d'autres textes, prévoit le principe des droits de la défense dans la procédure administrative non contentieuse. Mais retenons donc que c'est dans cet arrêt Dame Veuve Trompier-Gravier que ce PGD a été posé, sans être cité comme étant un principe général du droit. La première fois que le juge administratif citait ces PGD, c'était dans l'arrêt Aramu du 26 octobre 1945. On a vu beaucoup d'autres PGD à travers le cours. Vous vous souvenez du principe général d'égalité, principe général d'égalité qui a été appliqué dans Société des concerts du Conservatoire de 1951. On a aussi vu le principe général du droit dont sont issues les dispositions du Code du travail interdisant de licencier les femmes enceintes. C'est l'arrêt du 8 juin 1973 d'Am Penney. Tous ces éléments, nous les avons déjà étudiés. Donc, le principe généraux du droit, je le répète et je finirai là-dessus, se distingue des règles jurisprudentielles par peut-être leur hiérarchie, leur rang dans la hiérarchie des normes, et ce rang est validé en quelque sorte, renforcé par le fait que les PGD ne sont d'aucune manière des règles supplétives, ni même des règles substitutives. Elles ont un rang supérieur à tous les actes du pouvoir réglementaire et ces PGD permettent, je ferai un lien avec ingénieur conseil, permettent de contrôler, y compris le pouvoir réglementaire autonome de l'article 37. Donc c'est en quelque sorte un complément normatif qui a été découvert par le juge administratif, un peu sous l'influence du juge de common law et beaucoup par la nécessité de rétablir à la sortie de la Seconde Guerre mondiale une forme de respect quasi constitutionnel
d'un certain nombre de règles substantielles de la légalité républicaine. Est-ce que vous avez des questions sur ce dernier point? J'attends des oui ou des non. Une ou deux personnes se dévouent. Non, je ne sais même pas si je suis encore seul, si je suis ou non. Non, pas de questions. Ah, donc, il y a bien des gens au bout. Eh bien, je vous propose, après cet échauffement, cette mise en jambe, je vous dirai, hein, je vous couperai la parole, enfin, je vous renverrai dans vos maisons en appuyant sur le bouton off, mais je crois que c'était une petite mise en jambe. Alors, s'il y a des éléments techniques, les PGD sont supérieurs aux normes réglementaires. Oui, les principes généraux du droit sont supérieurs aux normes réglementaires. Leur rang, pour reprendre les termes de René Chaput, est supradécrétal infralégislatif. C'est-à-dire qu'ils s'intercalent entre la loi et le règlement. Donc, y compris les règlements autonomes de l'article 37 sont soumis aux principes généraux du droit. S'il vient au Premier ministre l'idée d'adopter un acte de police administrative générale, par exemple, qui porte une atteinte manifeste au principe d'égalité en visant la race, enfin l'origine ethnique, le sexe ou d'autres éléments, nous ne pouvons pas fonder une distinction, eh bien, le Conseil d'État pourra, alors il pourra désormais, d'ailleurs ça illustre le caractère parfois un peu suranné ou surabondant désormais d'un certain nombre de PGD, il se fondera sur le principe d'égalité de l'article 6 de la DDHC. Mais il pourrait aussi se fonder sur le principe général d'égalité pour censurer un acte à caractère réglementaire à portée nationale adopté par le Premier ministre. C'est tout à fait possible. Donc ma réponse est sans réserve positive. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, comme je le disais, et vous pouvez continuer à poser des questions jusqu'à ce que j'ai fini de pérorer, s'il y a eu des difficultés particulières sur le plan technique, si vous pensez à des améliorations, je ne parle pas du contenu de mes scripts, je vais essayer d'être un peu plus complet, qui pourraient être apportés, n'hésitez pas à m'en faire l'observation. J'essaierai d'améliorer les choses au fur et à mesure. Donc, j'espère que ce sera une amélioration qui trouvera son aboutissement à la semaine du 4 mai et que nous nous verrons en présentiel. Sinon, on s'améliorera encore. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie de votre attention. Je crois que nous étions, je vais regarder combien nous étions, juste pour avoir une idée. Au début, nous étions 58 et par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port, ou bien nous sommes toujours 58. Je n'ai aucun moyen de le savoir parce que je ne réussis plus du tout à savoir. En tout cas, là, je regarde. Oui, je crois qu'on est à peu près tous là. Donc, je vous remercie pour votre attention et votre patience. Ouais, vous êtes 57. Bon, très bien. On est le même nombre à la fin que qu'au début, à peu près, donc c'est pas mal. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer des mails, à échanger sur les réseaux sociaux, à suggérer des améliorations. Ouais, oui, c'est votre premier cours à distance, mais ça va être bien. Alors, vous risquez d'en avoir d'autres. Évidemment, vous en aurez un autre sur Facebook Live. C'est un peu différent comme rapport, puisque c'est juste des observations sous une page Facebook. À la limite, c'est plus libre avec les finances publiques. Donc ça ne concernera que M. Charpentier, donc que les A. Quant au B, je sais que vos profs suivaient aussi, on essaie de vous délivrer des informations. Le secrétariat du CJFA vous délivre des informations qui ne sont pas encore toujours délivrées par le décanat de la faculté Rechtswissenschaft, mais on essaie aussi de vous indiquer les choses sur les réseaux sociaux à propos des profs, enfin des enseignements de droit allemand. Il y a un peu de battement, ça devait commencer parfois dès le 6 avril, et puis finalement, pour être, je reprends les termes de la doyenne, une troupe bien disciplinée, les cours commenceront officiellement le 4 mai, mais rien n'empêche de mettre des choses en ligne avant. Pour les finances publiques, ce sera mis en ligne par la suite, en principe, par un maintien de la vidéo sur le Facebook de M. Charpentier. Et si ce n'est pas le cas, je lui demanderai de le faire. Je vous souhaite une bonne journée. On va échanger à propos des TD.
Bon courage. Désolé pour le délai un peu court pour préparer votre première fiche, mais il faut y aller, quoi. On y va, on tergiverse pas. Pour le premier TD, n'hésitez pas là-dessus. Et concernant le cours de procédure pénale, non, c'est le cours de Julien, pardon, hein. Enfin voilà, on se comprend. Eh bien, je vais poser la question sur la procédure pénale. Effectivement, je ne vois pas, parfois on m'épargne un peu des échanges de mails, considérant que le secrétaire pédagogique peut s'en occuper, mais je vais essayer d'être plus au milieu de tout en ce moment parce qu'on a besoin de tout le monde sur le pont. Vous aurez des informations très rapidement sur procédure pénale. Je vais m'informer de l'état de la question. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais couper. Je vous remercie. Je vous remercie de vos remerciements. Je vous en prie, c'est normal. Et pour envoyer les TD, on saura cette semaine. Oui, ce serait bien que vous sachiez cette semaine, évidemment. Je vais voir avec… c'est vrai qu'on a dit, ouais, on va faire 10 trucs, on va tout corriger, puis on n'a pas vu sur les détails. Ça risque d'être un petit peu monstrueux à gérer. Donc il faut qu'on pense à une possibilité. Hicham est très habile sur le plan technique. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien les nouvelles technologies. Mais je vais m'enseigner auprès de lui et auprès d'autres pour voir s'il n'y a pas des moyens, par exemple du drag and drop. Vous mettez un titre explicite avec votre nom de famille, puis, je ne sais pas, devoir numéro 1, devoir numéro 2, devoir numéro 3, et puis bam, on balance tout, on va voir comment on fait. Bien, je vous souhaite une bonne journée. Je vais essayer de sauvegarder ce cours en ligne, mais il n'est pas d'un intérêt déterminant, j'ai beaucoup blablaté. Mais au moins, moi, j'espère qu'il vous aura été utile. À très bientôt. Est-ce que je vais réussir à couper? Oui, je crois. Au revoir.